And actually, On connaît tous la marque de prêt-à-porter Calvin Klein, l'entreprise qui est devenue célèbre pour ses lignes de sous-vêtements et de denim dans les années 80. Alors, les slips c'est cool 2 minutes, mais est-ce que vous connaissez Calvin Klein 205W39 NYC ou Calvin Klein 205W39 NYC en français? On va dire CK205 pour les besoins de cette vidéo. Mais avant tout, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Guillaume et ici je parle de vêtements, de créateurs et de vision de la mode que j'aime. Et surtout j'essaie de parler de transmettre cette passion un peu bizarre et superficielle qu'est la passion du vêtement. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à parler de cette chaîne à vos amis, à votre famille, à votre partenaire de vie et même pourquoi pas à votre mamie. C'est parti. De 2017 à 2019, il est probable que vous ayez déjà vu ce logo quelque part. Bon, comme ça, on pourrait se dire que c'est juste un simple logo Calvin Klein remanié avec des chiffres et des lettres incompréhensibles en dessous de l'inscription Calvin Klein. Alors oui, mais cette suite mystérieuse de chiffres et de lettres cache en fait un grand secret. C'est l'adresse du siège de la marque à New York. Bon, c'était peut-être pas un si grand secret. 205 West 39 Street, New York City. Et Calvin Klein car c'est le nom de la marque originelle pardi. Alors même si le nom de la marque l'inscrit directement dans une forme d'héritage très marquée, d'un point de vue marketing, je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix que d'avoir un nom qui ressemble à un code barre. Mais passons. C'est en fait une chose très courante dans le monde de la mode de multiplier son offre avec plusieurs gammes de vêtements, avec des noms légèrement différents, pour toucher plusieurs types de clientèle. Et la ligne CK205 visait le marché du luxe, du prêt-à-porter de luxe, pour être précis. Cette ligne a été pensée pour fonctionner comme une vraie maison de luxe, pas juste une sous-ligne. Donc, des défilés à la Fashion Week de New York, des shows parfois très conceptuels, avec un gros budget derrière, des campagnes artistiques hyper soignées, des points de vente sélectifs, une expérience retail plus proche de la galerie d'art que d'une simple boutique, et surtout, une fabrication haut de gamme accompagnée de prix exorbitants. On parle ici parfois de vêtements à plusieurs milliers d'euros, comme par exemple ce magnifique manteau en laine et en alpaca à 6000 balles. Une bouchée de pain quoi. Si tu dis à quelqu'un que t'as payé un manteau Calvin Klein à ce prix-là, je pense que ton interlocuteur va juste penser que tu es un menteur ou que tu as un pet au casque. Non mais en fait c'est pas un Calvin Klein, c'est un CK205W39 NYC et c'est designé par Raf Simons. Oh là 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 là, mais tu vas la fermer ta gueule! Calvin Klein avait déjà une ligne haut de gamme avec des collections présentées lors de défilés. Pas du même acabit artistique, mais des collections et des défilés quand même. Ces produits étaient nettement plus élevés que ceux des articles comparables produits en série. La ligne se nommait d'ailleurs Calvin Klein Collection, avant d'être rebaptisée officiellement en février 2017, un peu après l'arrivée du créateur belge Raf Simons à la tête de la direction artistique de la marque. Pour faire court, Raf Simons, c'est un génie dans son domaine. Il a commencé dans la conception de meubles avant de lancer sa propre marque de vêtements sobrement intitulée Raf Simons en 1995. Puis est devenu directeur artistique chez d'autres grands noms comme Jil Sander de 2005 à 2012. Il a dirigé le prêt-à-porter femmes et haute couture chez Dior de 2012 à 2015, ce qui nous intéresse aujourd'hui, Calvin Klein de 2016 à 2018. De 2013 jusqu'à 2019, il collabora tous les ans avec Adidas pour nous livrer, à mon sens, parmi les paires de sneakers en collaboration avec la marque aux trois bandes les plus amusantes et singulières de cette époque, que ce soit les Response Trails 2, les Oswego 2 Night Marine ou encore la Oswego 3 Purple Black. La Dad Shoes et l'Ugly Sneaker avant l'heure en somme. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça! Il collabora aussi avec d'autres marques bien connues comme ASICS, Fred Perry ou Eastpak. À travers ces collaborations, on voit une véritable envie de créer des produits plus accessibles dans des plus gros volumes, tout en restant cohérent avec sa vision de la mode, en sélectionnant des marques très orientées pour un public jeune et connecté à la rue, la youth culture. Et depuis 2020, il a été nommé co-directeur créatif chez Prada, avec qui il travaille en collaboration avec Miuccia Prada. Sacré CV le boom. Et là j'entends déjà les fans de Raf me dire « Mais pourquoi tu te concentres sur sa période Calvin Klein et tu ne fais pas une vidéo sur l'entièreté de sa carrière ?» Ouais, vous parlez comme ça les fans de Raf. Déjà car je fais ce que je veux et puis sa carrière est complexe, longue et protéiforme, que ça mériterait même plusieurs vidéos sur le sujet si l'envie me prend un jour, et surtout car je crois que l'ère Calvin Klein est la plus sous-estimée de sa carrière, et probablement ma préférée. Toute sa carrière m'intéresse, et il est l'un des premiers designers qui m'a fait m'intéresser à la mode quand j'étais adolescent. C'est vraiment une figure importante pour moi. Mais sa période Calvin Klein,
Putain quel plaisir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Raf n'était pas exclusivement à la tête de la création de la ligne CK205, mais de toutes les lignes Calvin Klein. Tous les univers passent sous sa direction, même les lignes les plus commerciales. Il a un contrôle créatif général sur la marque, que ce soit pour les défilés, les boutiques ou les campagnes publicitaires. Cette main libre lui permet d'avoir un projet et une vision cohérente pour le futur de Calvin Klein. On se souvient surtout de son passage chez la marque américaine pour CK205, donc pour son côté ultra mode. De Calvin Klein Gist Est 1978, que je vais renommer directement Est 1978, une ligne plus accessible que la 205, tout en restant étroitement lié avec celle-ci dans ses choix esthétiques, mais plus orienté workwear américain et denim, avec des produits aussi plus accessibles à vendre. Attention, quand je dis accessible, on n'est pas sur une ligne entrée de gamme non plus. Les produits se vendaient en général à plusieurs centaines d'euros. Et enfin, Calvin Klein by Appointment, une ligne de vêtements sur mesure, qui tentait de se rapprocher de la haute couture, une ligne bien plus exclusive et très peu visible commercialement. Son incursion chez Dior Couture lui a probablement inspiré cette envie de renouveau au sein de Calvin Klein. Même si la marque n'a pas grand chose à voir historiquement avec une maison de couture parisienne, Raf a voulu ramener la marque à un autre niveau de luxe, en produisant des pièces très exclusives ou uniques. Je parle beaucoup de Raf ici, mais il était épaulé par son collaborateur de longue date, Pieter Mulier pour la partie création. Les deux ne se sont quittés que récemment à l'arrivée de Raf chez Prada. Mais en gros, le rôle de Raf était de se concentrer sur la vision globale et celui de Pieter d'affiner la vision de Raf et de travailler sur l'exécution, c'est-à-dire de transformer cette vision en vêtements réels et fonctionnels. L'arrivée du créateur chez le géant américain n'était pas uniquement enthousiasmant pour les fans du designer belge. L'industrie tout entière de la mode s'est illuminée de bavardages. Lorsque Raf est arrivé pour la première fois, tout le monde dans l'industrie voulait aller travailler pour Calvin Klein, a déclaré Ron Frasch, cadre de longue date de la mode et membre du conseil d'administration de la marque Burberry. En résumé, pour comprendre ce millefeuille, CK205 était une vitrine créative pour l'ensemble de Calvin Klein, avec un axe éditorial et mode très appuyé, fidèle à la vision de Raf Simons. CK Est 1978, une ligne plus accessible, orientée denim et workwear américain, qui se mélange à un côté un peu plus casual street, tout en restant très mode et proche de la patte de CK205. Il faut voir cette ligne comme un pont entre le casual et le luxe. By Appointment, une ligne ultra haut de gamme, sur mesure, pour repositionner CK comme une marque de mode hyper luxe et exclusive qui vend du rêve. Le reste, comme Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Performance, la ligne sportive, ou Calvin Klein Underwear, qui produisent des plus gros volumes et sont assez peu influencés par la mode renommée. Les collections de Raf ont eu un succès critique énorme, il a même remporté plusieurs prix prestigieux comme le designer de l'année pour hommes et femmes durant cette période. Prix décerné par le Council of Fashion Designers of America, le CFDA. Mais un succès critique n'est pas un succès commercial. Les conceptions de Raf Simons ont du mal à trouver un public commercial suffisamment important pour rembourser les quantités agressives que PVH, la société à laquelle appartient la marque Calvin Klein, produisait et vendait. Plusieurs raisons sont en cause. Déjà, la plus évidente, une mauvaise gestion interne liée à la nouvelle image plus haut de gamme de la marque. La distribution agressive suggérait que les détaillants avaient commandé en masse et que Calvin Klein n'avait pas réussi à limiter la distribution pour créer de la rareté, ce qui est une stratégie commerciale pourtant banale dans le luxe. La distribution de la ligne 205 était trop grande et aléatoire pour une ligne de créateurs. On trouvait exactement les mêmes pièces en magasin Calvin Klein que chez des concurrents. Même les pièces ultra fortes, comme ce pull en laine Looney Tunes, Roadrunner, étaient disponibles chez beaucoup trop de détaillants. Produire en trop grand nombre, c'est réduire le sentiment d'exclusivité, et donc réduire l'image luxe d'un produit, ce qui n'est pas le choix le plus malin quand on se positionne comme CK205. Ce pull en laine tricoté à la main, présent sur le défilé automne-hiver 2018 par exemple, il avait tout pour devenir une pièce hype, qui se vend sans trop de difficultés. Au final, on l'a retrouvé chez certaines boutiques à moins 70% quelques mois plus tard. On parle d'un produit qui s'élève à plus de 2000 € pré-retail. Et non, ce n'est pas parce que le produit est moche. Je vous vois déjà venir dans les commentaires. Calme-toi, inspire un bon coup, et fais-toi une tisane, Timothée. Même les basiques de la marque, comme un col roulé uni, étaient bradés à plus de 50, voire 70% quelques mois plus tard. Et une marque qui se voit comme le représentant du luxe à l'américaine, vendre des cols roulés à 90 €, c'est un gros coup dans les tibias. Difficile de se relever après ça. Péter leurs chevilles. Seconde raison, et pas des moindres, le choix de prendre Raf Simons comme directeur de la création était une mauvaise, très mauvaise décision. Je m'explique.
D'un point de vue personnel, j'étais ravi, et je trouve que le résultat va au-delà de mes espérances. Et de nombreuses personnes rejoignent cet avis. L'œil et la vision de Raph ont conquis de nombreux passionnés de mode. Malheureusement, c'est pas les passionnés qui font vivre une gigantesque entreprise comme Calvin Klein. Et encore moins Calvin Klein avec la nouvelle direction prise par Raph. Calvin Klein sous Raph évoque un idéal américain. Veste en jean, jupe de prairie, Santiago, pantalon d'officier, le tout mélangé à l'univers de Raph. Des imprimés très graphiques et colorés, des vêtements superposés, du volume, tout en restant dans des créations très chics et avant-gardistes. Le créateur ne fait pas dans la demi-mesure, et ce, jusque dans le casting de ses mannequins. Il aime des hommes minces, très minces, pâles, les modèles androgynes. Tout ça semble très éloigné des modèles Calvin Klein des années 90 et 2000. Et malgré la grande qualité esthétique de son travail au sein de la marque, elle n'est pas du tout adaptée à sa clientèle. Trop avant-gardiste, trop mode, trop pointu. Emmanuel Chirico, l'ancien PDG de PVH, a publiquement attaqué les mauvaises performances de Calvin Klein quelque temps avant le licenciement de Raph en ces termes. Trop élevé et trop avant-gardiste pour notre consommateur principal. Oust. Bon, il a pas dit oust, mais je trouvais ça plus marrant. Et officiellement, ce n'était pas un licenciement, mais un accord mutuel. Il avait signé pour un contrat de 3 ans et s'en va au bout de 2. Et en plus après des coups de pression de PVH. Personne n'est dupe. Raph aurait dû davantage s'attarder sur des basiques. La marque est mondialement connue pour ses jeans et ses sous-vêtements. Le problème est que malgré ces pièces hyper travaillées et attrayantes pour l'œil, les basiques n'étaient pas si présents. Ce qui doit pourtant faire fonctionner une marque comme Calvin Klein. Le jean c'est le vêtement workwear américain typique. Et Raph, qui recherchait ce côté American Heritage, en lien direct avec l'héritage de Calvin Klein aussi, aurait vraisemblablement dû se focus sur ce type de produit, pour le bien de la marque. C'est cool les pièces rigolotes, hyper fantaisistes et fashion, mais il faut proposer des vrais basiques. C'est ce que recherche la clientèle, ou en tout cas, des pièces moins fortes. Les pièces loufoques auraient dû être produites en moins de quantité. Elles attirent la clientèle, mais c'est les basiques qui se vendent. Malheureusement, ni la ligne 205 ou Est 1978, pourtant fer de lance de la vision de Raph, n'ont su proposer ce type de produit en assez de quantité, ni les mettre assez en valeur. Une vision avant-gardiste, c'est super, ça donne une logique forte et cohérente à une collection. Ça peut ouvrir à des tendances comme les cagoules de la collection automne-hiver 2018, qu'on verra chez d'autres marques quelques années plus tard, et qui sera adoptée par le grand public courant des années 2020. Mais Calvin Klein est devenu, avec le temps, une marque particulièrement industrialisée, dépendante de gros volumes, qui vendent majoritairement des sous-vêtements, du denim et des basiques. Son ADN peut se limiter à simplicité, diffusion massive, slibard. C'est pas vraiment la vision de Raph. Il voulait une transformation globale de la marque, mais CK restait une machine très mass market. Les gros investissements qui s'élevaient à plusieurs millions d'euros n'étaient pas rentabilisés assez vite. La hausse des dépenses marketing, avec des campagnes agressives, le redesign complet des boutiques, le développement de CK205, Est 1978, By Appointment, et le repositionnement de CK Jeans et Underwear, tout ça a coûté beaucoup d'argent et créé des tensions internes. Mais après plusieurs mois, le verdict tombe. L'image de marque est revitalisée, mais le business compliqué. Décembre 2018, PVH annonce officiellement le départ de Raph Simmons de Calvin Klein et la ligne 205 disparaît courant 2019. Le nouveau positionnement de la marque est de redevenir une marque lifestyle, vêtements simples, esthétique neutre, logo visible, se recentrer sur ses piliers que sont les sous-vêtements et les jeans, avec des campagnes publicitaires moins coûteuses et sophistiquées. Les lignes inaugurées par le designer disparaissent toutes sans exception. Calvin Klein quitte le monde des défilés pour redevenir une marque de masse de vêtements premium accessibles. Cependant, Calvin Klein Collection, la ligne haut de gamme qui précédait CK205, est récemment revenue. À sa tête, Veronica Leoni, depuis mai 2024, qui insuffle une esthétique plus commerciale et quiet luxury. On est loin de la fulgurance d'un Raph Simmons. Il y a des looks ou des pièces que j'aime bien parfois, mais globalement, on s'ennuie beaucoup. Et il n'y a rien de pire que l'ennui dans la mode. La tendance quiet luxury, c'est de toute manière particulièrement barbant. Enfin, qui suis-je pour juger ? Non mais moi j'aime les looks intemporels, le luxe discret, ne pas être ostentatoire. Tu te tais, ça n'existe pas l'intemporel. Moi je veux du luxe ostentatoire, je veux de la sophistication, je veux m'en mettre plein les yeux, je veux qu'on se retourne et qu'on se dise waouh, beau gosse, je veux le swag de Louis XIV. Non mais ça va pas, du luxe discret. Ah non mais ils nous ennuient ces gens dans leur sobriété. Pardon, je m'emporte un peu. Reprenons. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne un peu le temps d'apprécier cette époque et qu'on examine un peu plus en profondeur la direction artistique que la marque a adoptée dans ses campagnes et collections.
La majorité des photographies de campagne sont axées sur l'extérieur, et plus particulièrement sur le désert californien du Mojave. Focus son identité visuelle sur l'extérieur, c'est déjà très signifiant. Et en plus sur un type de décor bien précis, le désert américain. Un espace de fantasme. Ces campagnes convoquent un univers très cinématographique, sur le romantisme de la conquête de l'Ouest qui rappelle la grande époque des westerns au cinéma, le choix du grand angle qui magnifie ces étendues désertiques et leur confère une sensation de vide et de solitude. La campagne automne-hiver 2018 porte d'ailleurs sur ce thème. Selon Raf Simons lui-même, la collection est une allégorie d'une rencontre entre ancien monde et nouveau monde, liée à la découverte de l'Amérique, à la course à l'espace des années 1960 et à l'ère de l'information du XXIe siècle. Je trouve qu'il y a quelque chose de très bizarre dans cette campagne. Les corps des modèles sont semblables à des aliens, corps allongés, tête difforme, tantôt trop petite, tantôt trop grosse. Le décor est étranger, bizarre, on se croirait sur une autre planète, ou sur la Lune peut-être. De la conquête de l'Ouest à la conquête de l'espace, il n'y a qu'un pas. Raf, avant d'avoir une esthétique très raffinée, aime aussi avoir un propos dans ses collections et ses campagnes. Il aime raconter quelque chose, et ce qu'il dit des États-Unis n'est pas tout rose, comme en témoigne sa deuxième campagne de la collection Printemps-été 2018. Un casting de 20 modèles s'est réuni dans une grange abandonnée. Les couleurs sont sombres, les looks ont une beauté étrange. La grange, plongée dans le désert, pourrait servir de décor de film d'horreur pour ces jeunes gens, à la manière d'un massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper. Certaines robes et accessoires rappellent les cheerleaders, avec ses franges ultra colorées. On pourrait voir aussi du Carrie de Brian De Palma, avec ses robes blanches et rouges. Bref, tout convoque l'horreur à l'américaine dans cette campagne. Lorsqu'on se penche sur la collection et le show, c'est d'autant plus explicite. Il y a même des haches dissimulées dans le décor. Clin d'œil, Shining de Kubrick. Les États-Unis sont une terre d'opportunités, de rêves, tout y est possible. Mais le rêve se mélange ici à l'horreur. Dans sa dernière grosse collection, réalisée pour la marque américaine, il répète cette idée avec son imprimé Jaws, qu'il met à toutes les sauces. T-shirt, débardeur, chemise, pull, sac. Raf aime l'élégance, mais surtout, il aime la cohérence. Ce n'est donc pas étonnant que certains sujets reviennent selon les collections. Et maintenant, on va s'attarder sur ma campagne et collection préférée. La toute première, la collection Automne-Hiver 2017. C'était une promesse, celle d'un renouveau et d'un avenir radieux pour Calvin Klein. Le point d'ancrage était mis sur l'héritage, des silhouettes élégantes rappelant le vestiaire américain, denim à foison, blouson en cuir, boots, chemise de cow-boy, robe de prairie, tailoring américain, pantalon d'uniforme officier avec bande sur le côté qui rappelle le vestiaire militaire américain. Toutes ces pièces deviendront les pièces fortes de cette nouvelle ère Calvin Klein. Bref, c'est une ode aux vêtements et à l'histoire américaine, mais remaniée sauce raf, donc très sophistiquée, moderne et colorée. Bizarrement, les impressions, si chères aux créateurs, arriveront un peu plus tard. D'ailleurs, Calvin Klein signa un accord officiel avec la fondation Andy Warhol pour avoir un accès complet aux archives de Warhol et d'utiliser ses travaux. Vous pouvez imaginer qu'ils ne s'en sont pas privés. Pas privés du tout. Mais alors, pas du tout. Du tout. Mais oui, ils avaient littéralement le droit de mettre du Andy Warhol partout. Ça collait parfaitement avec la direction très graphique que prenait la marque. Après, fallait aimer la couleur, c'est sûr. Mais même son projet hyper structuré autour de l'Amérique fait sens avec cet accord. Warhol est devenu un symbole culturel de ce pays. Il incarnait le mode de vie américain tout en le critiquant régulièrement, à la manière de ce nouveau Calvin Klein. Et cette campagne, mais parlons-en de cette campagne, tout y est. La promesse de l'Amérique, ce désert, terre sacrée et irréductible, ces silhouettes typiquement américaines, cette jupe aux couleurs du pays, ces boots de toute beauté qui donnent envie d'acheter un ranch et d'élever des bovins, ce denim si sexy, ces lunettes de soleil pour contrer le soleil du désert aride, ces panneaux d'affichage qui présentent des images de la campagne Calvin Klein American Classics de la dernière saison, avant le commencement de l'ère 205, et ce slibard, nom de Dieu, ce slibard si emblématique de la marque, ce slibard, tout est là. L'héritage Calvin Klein, l'héritage américain, le rêve, la sophistication, l'élégance, le cinéma, Andy Warhol, le slibard. Et pitié que ces photos sont belles. Toutes les campagnes de la ligne 205 ont été shootées par Willy van der Peer, un grand photographe de mode belge qui travaille régulièrement avec Raf Simons. Malheureusement, la dernière collection n'a pas eu le droit à sa campagne. Et la pré-fall 2019 nous laisse quelques items et photographies possiblement prévus à l'origine pour une collection automne-hiver complète. Le tout semblait continuer sur la même lancée. Pas de changement drastique.
un prolongement de ce que fut l'essence Calvin Klein sous la direction de Raf Simons, dont les mots d'ordre furent héritage, jeunesse, cinéma, américain. C'était une promesse si charmante, mais bon, le destin en a décidé autrement. Les dirigeants ont préféré prendre la direction d'une marque plus consensuelle. C'est dommage. J'espère que ça vous a plu, un petit like, un partage, un commentaire. Merci de votre attention et à la prochaine.